Le caractère, c'est la personnalité. Les caractères, ce sont aussi les traces porteuses de sens qui composent la langue chinoise. Caractère, c'est un invité qui nous raconte son histoire avec la Chine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aladin Faré, producteur et réalisateur aux multiples casquettes installé à Pékin depuis de nombreuses années. Ensemble, nous parlons de son apprentissage du mandarin à Nankin, de sa vie à Pékin pendant le Covid, de son expérience comme jury dans le plus grand festival de films indépendants chinois, de ses défis en tant que professionnel de l'audiovisuel en Chine, de ses conseils pour découvrir l'œuvre de Dia Zhangke et de ses coups de cœur cinématographiques chinois. Bonne écoute à toutes et à tous. La première fois que j'ai engagé une conversation avec toi, c'était au Caméra Stylo. Donc c'est un lieu assez mythique de Pékin qui je crois existe toujours. Et donc pour le présenter pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est un bar qui est vraiment niché au cœur un peu au cœur des Hutongs de Pékin et qui propose assez régulièrement des projections de cinéma avec souvent des choix cinématographiques assez osés, assez plutôt auteurs, etc. Donc on y voit des petites pépites en général en petit comité et c'est des choses qui sont en général présentées, des intervenants qui viennent aussi en parler. Et je crois que c'était juste avant le début du Covid qu'on s'était vu là-bas et puis on avait échangé à l'époque. Tu m'avais un petit peu parlé de ton parcours en Chine. Alors juste pour faire un petit update pour les auditeurs, malheureusement Caméra Stylo a fermé. Le patron Sun Yao, il a tenté sa chance à Shanghai. Il n'avait pas très bien choisi son timing parce il avait ouvert son bar en je crois 2016, un truc comme ça. Parce que c'était un mec qui était vraiment focalisé sur le cinéma et il avait voulu créer un peu ce lieu on met des films tous les jours et les gens viendront et voilà, et puis les gens payeront des coûts et payeront des consommations. Après le Covid est arrivé et après donc il a décidé de partir à Shanghai pour tenter sa chance parce qu'il trouvait que Pékin ça marchait pas très bien. Et c'est pas que des questions éditoriales de montrer des films, c'est aussi des questions que apparemment ses voisins étaient un peu relous, genre dès qu'il y avait trop de gens qui venaient, ça devenait un peu compliqué. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens à Pékin qui qui vivent dans les vieux quartiers et après ils louent les lieux et ils se font, si je peux me permettre l'expression, ils se font un peu des couilles en or. Et après, voilà, ça fait un peu des bisbilles entre les voisins s'il y en a un qui gagne beaucoup d'argent par rapport à l'autre. Et aussi au-delà de ça, il me racontait comment il faisait plein d'événements, mais plein de gens venaient et en fait, ils payaient pas leurs coûts en fait. Ils venaient, ils occupaient les lieux, mais après, ils prenaient pas de verre, ils faisaient rien. Donc il y avait beaucoup de squatteurs en fait d'une certaine manière. Et il n'était pas assez fort pour. Et je pense qu'il voulait pas non plus faire payer les gens pour voir un film parce que là, ça enclenche des questions de rémunération auprès des auteurs. Enfin, ça devient un gros pataquès. Donc après il est allé à Shanghai, il arrive à Shanghai, le Covid commence, donc le pire moment pour commencer un bar à Shanghai en mars 2022. Il a jeté l'éponge au bout de quelques mois parce que, enfin voilà, encore pour des tas de raisons, parce qu'organiser des événements c'est pas toujours très facile et aussi l'économie est quand même pas allée mieux et j'ai l'impression que les gens font un peu plus attention maintenant avant de se payer des cocktails à 10-15 euros. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Bref, c'était un peu une parenthèse, désolé. Mais c'est pas pour autant. Mais c'est pas pour autant parce que justement là, pas plus tard que ce matin, je vérifiais, il y a d'autres lieux qui aussi montrent des films. Donc c'est un peu souvent ça en Chine, j'ai l'impression. Il y en a un qui trébuche et qui tombe, et puis après, dans les mois qui suivent, va y avoir une autre personne qui va venir avec la même idée. Et c'est vrai que voilà, c'est un pays un peu bouillonnant avec beaucoup de choses qui se passent et voilà, donc si Caméra Stylo a fermé, d'autres bars suivent un peu l'exemple de montrer des films. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que toi, tu as à l'heure actuelle, tu as retrouvé des nouvelles adresses qui peuvent satisfaire tes envies cinématographiques? Oui, j'en ai trouvé d'autres. Et est-ce que ça a gardé un petit peu cette étiquette un peu cinéma d'auteur, cinéma que tu n'aurais pas forcément l'occasion de voir dans les grands multiplex officiels? C'est ça, la plupart de ces bars, en fait, ils vont montrer des trucs
que même moi je considère un peu trop artistique des fois. Mais voilà, donc après ce qui fait que bah, ça donne toujours des gens sympas à rencontrer, des personnes qui s'intéressent au cinéma international, où ils montrent des... Enfin voilà, j'ai vu un film avec des vampires hongkongais pas plus tard que la semaine dernière. C'est pas pour autant que c'est toujours des bons films, mais en tout cas il y a toujours un peu une communauté de gens voilà, qui veulent regarder des choses. Et alors toi, maintenant qui est devenu un peu un ancien, parce que je pense que tu fais partie des rares personnes qui sont restées à Pékin pendant tout au long du Covid. Si je ne me trompe pas, tu n'es pas rentré en France depuis le début du Covid. Non, ça va faire 8 ans que je suis en Chine. Voilà, très rapidement, en fait, avant, je travaillais en France. J'ai travaillé au début des années 2010. J'ai travaillé comme producteur et réalisateur sur des documentaires historiques. Soit je faisais mes propres projets, ou soit je travaillais pour des plus grosses boîtes en tant qu'assistant de prod ou documentariste, les gens qui cherchent des informations. Après, je suis allé en Chine en 2015. J'ai d'abord appris la langue à l'université normale de Nankin, Nanshida. Je suis resté là-bas pendant 1 an et demi. Après, j'ai un peu galéré pour trouver un taf, mais j'en ai trouvé un. Donc, je me suis retrouvé monteur à Pékin pendant un petit moment. Et en fait, quand le Covid a commencé, pendant les 2 premières années, j'avais un travail, j'avais une fiancée. Et genre, la Chine, quand même, pendant 2 ans, c'était cool, quoi. Dans le sens où on n'avait pas de problème de Covid et quoi que ce soit. Et à partir de 2022, c'est là où les soucis ont commencé. C'est que là, justement, on a commencé à voir tous les variants Delta et Omicron qui arrivaient à traverser tous les moments de confinement. Donc on mettait les gens dans les hôtels pendant 2 semaines. Mais malgré tout, si le virus restait pendant un mois dormant, et résultat, les gens se retrouvaient malades un mois après, mais ils venaient de sortir de la quarantaine. Donc l'année 2022, ça a été un peu l'année où les gens ont considéré qu'il y avait un peu n'importe quoi. Et voilà, et en fait, mais à partir de ce moment-là, j'avais commencé à créer ma boîte. Et donc là, en fait, je suis freelanceur, je suis mon propre patron à Pékin et j'aide des boîtes chinoises, grosso merdo, à faire du contenu international. Je les aide à envoyer leurs films dans les festivals, j'aide à établir des coproductions, je fais des traductions de leurs films, entre autres. Je fais plein de choses, mais bon, ça, je pense que toute personne, tout écouteur, non, listener, comment dire, auditeur. Ouais. Merci. Tout auditeur qui serait en freelance, je pense, comprendrait le fait que voilà, quand tu as un business, tu fais plein de trucs un peu à droite à gauche pour voilà, rester en vie d'une certaine manière. Et voilà, c'est pour ça que je reste encore en Chine, c'est parce que d'une certaine manière, le Covid a un peu tué la compétition. Il y a plein de gens justement qui sont partis. Et ce qui fait que voilà, je trouve il y a quand même moins de gens qui peuvent faire le type de métier que je fais. Donc d'une certaine manière, le Covid m'a un peu aidé dans ma carrière. C'est un peu horrible parce que je me rends compte que ça a été quand même une période très difficile pour beaucoup de gens. Mais en tout cas, moi, d'une certaine manière, dans ma vie professionnelle, ça m'a aidé. Après, c'est sûr que je suis resté 3 ans bloqué en Chine parce que je voulais pas partir. Parce que je savais pas si je pouvais revenir ou si je pouvais revenir, ça coûtait très très cher en termes de billets d'avion, en termes de quarantaine. Voilà. Mais après, après, je suis quand même parti. Et depuis, j'ai fait plusieurs allers-retours en France. Je voulais te demander, parce que tu nous parlais de ton arrivée en 2015 pour apprendre la langue à Nankin. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui a suscité pour toi ton envie d'aller découvrir ce pays, d'aller t'installer là-bas? Est-ce que tu avais déjà appris un petit peu le chinois en France ou est-ce que tu es arrivé en ne connaissant aucun mot de chinois? Alors, j'ai toujours eu un peu une sorte de volonté d'apprendre le chinois depuis que je suis gamin. Je sais pas pourquoi. Je pense que certains ils veulent aller au Japon et apprendre le japonais, d'autres ils veulent devenir apprendre le tango et vivre en Argentine. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu chacun nos sortes de lubies. Moi personnellement, j'ai toujours voulu apprendre le chinois. Après, entre autres, je veux aussi apprendre à piloter un avion, mais je sais pas si je le ferai un jour. Et donc j'avais un peu toujours cette volonté, mais après c'est couplé à ça une autre chose, 2 autres éléments. Le premier élément, c'est que j'en avais un peu marre de vivre à Paris. J'avais fait pratiquement toute ma vie là-bas, je suis parisien. Et pour tous les gens qui travaillent dans l'audiovisuel, ils savent à quel point Paris c'est important. Et en fait, je savais pas quoi faire d'autre ou où aller. Et après, le deuxième élément, c'est que la Chine, à cette époque, c'était un peu vu comme une sorte d'Eldorado de la coproduction. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Et en fait, parce que si on regarde à l'époque, et même encore aujourd'hui, la Corée, le Japon,
C'est des pays en termes d'audiovisuel et de cinéma qui sont quand même très 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 bien développés. Maintenant, ils n'ont pas besoin de gens un peu, enfin voilà, je sais pas, un expert ou un consultant ou un coproducteur qui viennent les voir. La plupart du temps, ils n'en ont pas besoin. Leur marché se suffit à eux-mêmes. Après, tous les autres pays d'Asie du Sud-Est, c'était encore un peu en état de développement, mais vraiment massif. Maintenant, ça commence à être un peu mieux. Je sais qu'à Saigon, par exemple, il y a énormément de studios de post-production. Ça commence un peu à monter. Et aussi le cinéma indonésien qui commence à monter de manière régulière. Mais au milieu de ça, il y avait un peu la Chine qui était un peu ce pays en développement, mais avec beaucoup de capital. Et en plus de ça, enfin voilà, qui avait un peu besoin de talents internationaux pour les aider sur certaines choses. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un peu. Voilà, c'est là. Et donc, c'est tous ces éléments, que ça soit personnel, la volonté d'apprendre la langue et aussi d'avoir un travail peut-être par la suite, que ça s'est fait que je suis parti à Nankin. J'ai choisi Nankin parce que j'avais une pote qui vivait là-bas. Quelqu'un d'autre m'avait dit que l'université de Nanshoda, Nanjing Normal University, était pas trop mal. Avec le recul, si vous voulez partir en Chine et apprendre le chinois, je pense que vous devriez aller, mais vraiment dans un tout petit. Le plus petit la ville est, le mieux c'est, parce que comme ça, vous n'aurez pas trop de gens qui apprennent le chinois avec vous. Parce que je suis arrivé, justement, je ne savais pas parler un mot, enfin, je savais juste dire ni hao, wo shi ba li ren, genre, je suis parisien et bonjour, oui, xie bien sûr, mais je n'avais jamais vraiment appris le chinois. J'avais pris quelques cours il y a quelques années avant, mais on avait en 6 mois de cours à la fac, on avait appris genre 50 caractères, ce qui était quand même absolument ridicule, donc ça fait 2 phrases. Et donc je suis arrivé là-bas, au final je ne savais absolument rien dire. Après, voilà, après je pense que quand on est un adulte normalement constitué, bah, on trouve, voilà, on peut s'en sortir. Plus vivre en Chine, ça coûte pas non plus trop cher si on reste sur un mode de vie simple. Mais voilà, mais si vous voulez apprendre le chinois, je vous conseille d'aller vraiment au bled parce que si c'est dans Pékin, Shanghai, même Nankin, Hangzhou, en fait, je pense que c'est pas tant le problème. En fait, c'est surtout parce qu'il faut aller dans des endroits où il y a peu de gens qui veulent apprendre l'anglais et aussi il faut aller dans des endroits où il y a peu de gens qui parlent anglais. Parce que le problème, c'est que je suis arrivé dans une classe et tous les gens, en fait, on était tous au niveau zéro. Et donc, résultat, on savait tous un peu parler anglais. Donc, mes premiers potes, c'était les gens avec qui j'apprenais le chinois. Mais quand même, le problème du chinois, c'est qu'il y a une telle différence de niveau pour arriver à un niveau conversationnel intéressant pour parler avec n'importe qui que résultat, le problème, c'est qu'il faut des fois vraiment se couper de tout. Donc le moins vous avez de gens qui parlent anglais autour de vous, le meilleur. Et alors toi maintenant, t'en es venu à un niveau de chinois tel que tu es capable de faire tes propres vidéos, tu publies des vidéos sur le cinéma, donc où tu fais des analyses cinématographiques, tu refais des recommandations cinématographiques en chinois. Donc ça prouve quand même à quel point tu as réussi ton objectif et à quel point tu as atteint un certain niveau de langue. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit résumé des différentes étapes de ton apprentissage en nous disant un peu peut-être des moments clés qui ont été importants sur des déblocages, des moments où tu as senti que quelque chose s'était débloqué? Ok, alors donc déjà j'ai fait 1 an et demi de cours. Déjà, très important, si vous voulez apprendre le chinois, il faut trouver un très bon prof. Moi, je pense que ma première prof, elle était extraordinaire. Et Zhu Laoshi, merci encore. Et en fait, elle était vraiment une très bonne prof parce elle avait juste c'était très simple. Elle donnait envie de nous faire apprendre. Elle était toujours en interaction avec la classe. Alors que le semestre d'après, qui était donc et le semestre d'après, ma deuxième prof, pour le coup, elle était un peu nulle parce qu'elle pouvait lire un peu la leçon de 8h du matin à midi, parce qu'on avait comme ça, des classes, en fait, c'était tous les matins de 8h à midi. Alors, ça dépendait, il y avait des jours où c'était plutôt Tingli, ou d'autres, c'était un peu plus prononciation. Et là, pour le coup, elle a été... et cette deuxième prof, elle était juste à annonner, mais vraiment le cours de 8h du matin à midi. Et des fois, du style, elle s'arrêtait toutes les 20 minutes en disant est-ce que quelqu'un a une question et en fait, on était tous tellement bâchés par prendre des notes, écouter, et enfin, nul. Donc, résultat, avec elle, j'ai pas eu l'impression que mon niveau de chinois a très bien monté. Et après, ma troisième prof, c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et puis, je trouve que
enfin, j'ai quand même remarqué aussi, parce qu'après, quand je suis arrivé à Pékin, j'ai pris une prof privée. Et c'est marrant parce que les profs de fac, on sent s'ils sont pas passionnés par le job, bah, on sent qu'ils sont un peu là ils vont à la soupe, quoi. Ils sont payés pour aller à la fac et ils taffent. Mais s'ils sont pas motivés, bah, ils vont pas être très motivés. Alors qu'après, si on va dans une école privée, bah, les profs, ils sont un peu plus ils sont un peu plus motivés, bah, parce que malheureusement, c'est un peu un système à la Uber où c'est genre si le client est roi. Donc si jamais l'étudiant il est pas content, il peut se plaindre auprès de l'administration de l'école privée, et puis les profs ils vont se prendre une réprimande. Donc alors c'est pas non plus une très bonne chose, je pense, sur certains points, parce que je sais que l'argent que je payais auprès de la fac pour l'heure de cours, le prof n'en touchait que la moitié, un truc comme ça. Un jour, il m'a enfin dit, une de mes profs m'a dit combien elle était payée. Elle touchait à peine 50 ou 60% de ce que moi je payais l'école. Au bout d'un moment, tu fais bon, bah, peut-être qu'on pourrait prendre un cours privé de côté. Mais voilà, donc j'ai continué, et là je suis un peu plus en mode self-study, où j'essaye, mais très difficilement, mais j'essaye d'écouter des podcasts en chinois. Parce qu'en fait là je suis à un point, alors je sais pourquoi je fais des vidéos en chinois, c'est parce qu'en fait c'est encore relié au fait que j'ai ma petite entreprise, et moi mon problème en ce moment c'est que j'ai pas assez de clients. Alors j'en ai assez, j'arrive à bosser, c'est cool, en ce moment même je peux me payer mon salaire tous les mois, qui est pas mirobolant, mais qui me permet de vivre à Pékin. Euh, Enfin voilà, je peux me payer encore un cocktail à 15 euros si j'en ai vraiment envie, quoique j'essaye de réduire un peu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand même les gens me disent ah c'est cool, t'arrives encore à survivre dans cette économie, donc c'est déjà une bonne chose. Mais par contre, j'aimerais avoir plus de clients, et en fait, je me rends compte que voilà, j'ai décidé de faire ces vidéos courtes pour parler de cinéma. Donc c'est juste où en fait je donne des conseils. Par exemple, à un moment j'ai été jury sur un festival. J'ai vu 400 courts-métrages, et au bout d'un moment en fait on voit un peu tous les problèmes que certains réalisateurs, c'est toujours les mêmes petits soucis en fait. Et au bout d'un moment j'en avais eu marre, j'ai fait bon, je vais faire une vidéo là-dessus qui a été très bien vue, il y a eu des milliers de vues. En fait à la base le but de faire ces vidéos c'était vraiment de prouver que je peux faire du contenu en chinois, parce que la plupart du temps mon travail c'est faire du contenu avec des Chinois mais pour le marché international. Donc là pour une fois je peux vraiment faire un truc en chinois pour le public chinois, donc ça c'était un peu ma petite fierté personnelle. De deux, justement, c'était de me pousser, c'est un peu ma manière d'étudier, parce que tu dis que je parle très bien chinois, mais en fait voilà, quand j'écris mon script, d'abord je vais l'écrire en anglais, ou je vais l'écrire de manière très simple en chinois. Après je vais demander à quelqu'un de me relire et de me corriger un petit peu les petites tournures de phrases qui sont nulles, et de ça justement je réécris les mots, et je réécris les mots en disant ah ça, ce mot ah bah je ne l'avais pas dit comme ça, je comprends mieux maintenant pourquoi on le dit de cette manière. Donc ça devient un peu ma nouvelle manière d'étudier d'une certaine manière, même si je passe pas suffisamment de temps là-dessus. Parce que dans le fond, je pense qu'il faudrait vraiment avoir un prof tout le temps, qui te pousse à faire des devoirs, qui te pousse à faire des trucs. Mais bon, là, du fait que mes devoirs, c'est faire des vidéos courtes, voilà, c'est pas plus mal. Mais même d'une certaine manière, je sais même que quand je lis mon script, je suis pas capable encore de l'apprendre par cœur et de le dire. Ou si je le faisais, mais ça me prendrait, pour une vidéo de 3 minutes, mais ça me prendrait une journée entière. Et là, on est vraiment sur le côté temps versus énergie versus argent. Parce que, enfin, le temps, c'est de l'argent, donc je peux pas me permettre de passer 3 jours pour faire une vidéo de 2 minutes. C'est juste pas possible. Donc pour l'instant, j'en suis encore à dire 2-3 phrases face à la caméra. Et après, le reste du temps, je le dis en lisant mon texte et en parlant dans le micro, et dessus je vais coller les images, les trailers, des films dont je parle, ou des extraits, ou d'autres vidéos, que sais-je. Voilà, donc je suis pas encore à un niveau, enfin je suis encore pas du tout content de mon niveau, mais je sais que j'ai encore un niveau correct maintenant, parce que j'ai été aussi juge sur un festival de cinéma qui s'appelle First, qui est un peu le Sundance chinois, à toute proportion gardée, hein, bien entendu, parce c'est le gouvernement local à Xining, qui est la capitale de la province du Qinghai, qui leur paye une partie du truc. Donc voilà, les mecs travaillent de concert avec les autorités locales. Et je sais que là-dessus, j'ai été capable d'être jury. C'était pour un truc spécialisé sur le documentaire, où en fait on donnait de l'argent ou une aide en post-production pour des projets documentaires qui était encore en cours d'écriture et de post-production. Et je sais que là, pendant le jury, j'ai été capable de parler en chinois, j'ai été capable de
de parler avec les réalisateurs, de poser des questions. C'était pas facile, mais je sais que là, au moins, c'était le moment où je me suis dit, ok. En fait, je dirais pas que je suis bilingue, mais je suis capable d'avoir une conversation. En chinois, je suis gotong. Je peux avoir une conversation avec les gens, mais je peux pas dire que je suis bilingue, parce que ça, je trouve que c'est... Pour moi, être bilingue, c'est... Tu peux écouter une conversation dans un resto et tu sais de quoi les gens parlent. Et j'en suis pas encore non plus à ce niveau. Alors je comprends si les gens parlent de la famille, s'ils parlent d'un film, s'ils sont en train de critiquer leurs voisins, mais la plupart du temps, je serais pas capable de rentrer dans la conversation et de dire ah je suis entièrement d'accord avec vous parce que blablabla. Donc je pense que tant qu'on n'est pas à ce niveau, c'est un peu dur de dire qu'on est bilingue. Ouais, c'est sûr qu'il y a toute une phase de ton apprentissage où en fait, effectivement, tu es capable d'identifier beaucoup de choses dans le langage, mais ça ne veut pas dire que tu as une maîtrise parfaite et je pense que tu as t'as un océan entre ce qu'on pourrait imaginer d'une fluidité d'un natif et un moment effectivement où tu commences à avoir une certaine zone de confort en chinois. Mais cela dit, je pense qu'il y a très peu de gens de notre génération qui ont atteint, je me mets dans le même panier, mais qui ont atteint justement cette aisance-là. On a eu la chance de pouvoir avoir des environnements d'apprentissage particulièrement privilégiés, comme tu le disais pour toi à Nankin, pour moi à Pékin. Et mine de rien, aujourd'hui, si tu cherches des Français qui parlent très bien chinois et qui sont dans notre tranche d'âge, je pense pas il y en ait tant que ça. Donc c'est vrai que peut-être la génération d'avant, tu peux encore en trouver pas mal. Parce il y a quand même toute une génération de sinophiles qui se sont aussi expatriés et tout ça, et qui ont vécu en Chine dans les années 90, début 2000. Mais j'ai l'impression que, tu vois, notre génération à nous, on est peut-être des oiseaux un peu plus rares. Enfin, je sais pas quel est ton regard là-dessus, mais en tout cas, c'est un peu mon sentiment. Bon, alors là, je pense qu'il faudrait aller vérifier les statistiques à l'Institut Confucius ou tous les, enfin l'ensemble des endroits, Ouais. enfin l'INALCO et compagnie. De ce que je sais, quand même, c'était assez intéressant l'année dernière. J'ai été voir une sorte de conférence de presse de l'ancien président, parce qu'il vient de prendre sa retraite, de la Chambre de commerce de l'Union européenne. Je crois qu'il s'appelle Georges Woutke, si je ne me trompe pas, faudra revérifier. Et en fait, ce monsieur, il a passé 30 ans en Chine. Alors, il travaillait à la base pour une grosse boîte de chimie, Chemistry Company, ce genre de. Un truc très allemand, j'ai l'impression. Il a passé 30 ans en Chine et en fait, un peu pour sa dernière année en Chine, il a fait un peu comme Deng Xiaoping, quoi. Il a fait un tour de Chine, il est allé voir plein de choses, plein de gens. Et il nous racontait qu'à un moment, il était allé sur un campus et il était un peu choqué de voir que le nombre d'étudiants allemands dans cette fac était inférieur au nombre de professeurs allemands vivant et travaillant dans cette fac. Alors je ne sais plus exactement quelle fac c'était, ou si c'était des facs de langue ou je ne sais pas quoi, mais lui, son sentiment, c'était qu'il trouve que maintenant la nouvelle génération, enfin post-Covid, en fait, plus personne ne veut parler avec la Chine, plus personne ne veut engage avec ce pays. Ce que je peux comprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que ça a l'air compliqué maintenant d'avoir des conversations. Bon, après, quand j'ai l'impression, dans beaucoup de pays, sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de combats politiques, sur plein de sujets, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir des conversations un peu partout maintenant, mais bref. Et de ce qu'il disait, ce monsieur, c'est que vraiment, va y avoir un déficit de gens qui comprennent le chinois. Et c'est un peu un problème. Alors c'est aussi marrant parce que j'ai l'impression que pour nous, notre génération, si jamais on était arrivé en Chine il y a 20 ans, en fait on nous aurait donné un assistant, une assistante pour nous faire la traduction et on aurait pu travailler et faire des projets. Mais là maintenant, si on parle pas chinois, ben en fait c'est pas possible. Enfin, alors moi dans mon travail par exemple, je ne parle pas tant chinois que ça, malheureusement, pour des tas de raisons. C'est pas dans tous mes clients, j'ai pas vraiment besoin de parler chinois dans le cahier des charges. Mais en réalité, je vois que quand même, si je ne parlais pas chinois, je ne serais pas capable de parler avec certains collègues, je ne serais pas capable d'assister à certaines réunions, je ne serais pas capable de juste avoir une sorte de relation humaine avec les gens. Donc je pense que si je parlais pas chinois, en fait, la plupart des gens en fait me diraient, mais au bout d'un moment, ils reconsidéraient un peu notre relation de travail. Ils feraient, mais en fait, pourquoi on travaille avec ce mec? Ça n'a aucun intérêt. Sauf si j'étais un caméraman. Je pense que si jamais quelqu'un veut venir en Chine,
si malgré tout il y a encore des gens qui veulent venir, il faut vraiment avoir un boulot technique. Et même malgré ça, j'ai en tête un ami, il est européen de l'Ouest, son épouse est chinoise, il est caméraman, et il me racontait que même avec son épouse chinoise et qu'il est caméraman, donc quand même il sait, j'ai vu comment il bosse, ça va, il travaille correctement, il sait tenir sa caméra, il sait faire ses plans, et bah malgré tout, c'est quand même pas facile pour lui de trouver du travail en Chine. Et l'une des raisons, je pense, c'est parce qu'en fait il parle pas chinois, donc je pense que maintenant, il y a tellement de Chinois qui ont étudié aux États-Unis, qui ont étudié en Angleterre, qui ont étudié en France, en tout cas dans le domaine international, en tout cas dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, que bah, maintenant, trouver un caméraman chinois qui, bah, au moins le réalisateur, il peut parler avec le caméraman et échanger avec lui. Et si jamais on parle pas chinois, maintenant, ça devient très compliqué de bosser. Sauf si on a 40 ans d'expérience, bah oui, là c'est possible. Il y a un réalisateur Ouais. français qui s'appelle Jacques Malater. Voilà, je l'ai vu il y a quelques mois. Il était de passage à Pékin. Ils sont en train de faire une coproduction. Ils ont déjà fait une coproduction sur un documentaire qui s'appelle L'Homme de Pékin. Et là, il a un nouveau projet qui se passe avec la Chine. Bah, le monsieur, il a 40 ans d'expérience. Donc c'est sûr que... Ok, lui, on peut lui permettre de lui payer un assistant. Mais pour être là, pour s'occuper de... Même des fois, tu as commandé la bouffe au resto. C'est vraiment des trucs très simples. Mais pour des gens comme nous, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, de la façon dont tu as conjugué bah, ta passion pour le cinéma avec la Chine. Et puis peut-être en quelques mots nous parler de projets actuels que tu as toi personnellement qui sont dans cette activité-là. Et puis après, on pourra passer sur des agents que... D'accord. Alors déjà, pour rappel, moi je considère pas que je travaille dans le cinéma, je travaille dans l'audiovisuel, je travaille dans le documentaire, je travaille dans le podcast. J'ai fait quelques traductions de films, parce que ça paye des fois quand même, il faut un peu le reconnaître. Mais en fait, en tant que... Voilà, moi je veux pas, personnellement, j'ai toujours préféré bosser sur des trucs qui sont un peu plus grand public, plutôt que de faire des trucs qui passent à Berlin et qui après vont jouer dans 3 cinémas au Saint-André-des-Arts, place Saint-Michel à Paris, et que va y avoir 400 personnes qui vont y aller. Enfin, je caricature un peu, mais ça n'a jamais été trop mon délire. Même si Jia Zhangke, quand ses films viennent en France, font un peu plus que 400 personnes au Saint-André-des-Arts. Mais voilà, donc comment je conjugue ma passion? En fait, je viens d'une famille d'artistes. Mon père est comédien et auteur, ma mère est chorégraphe et danseuse. Donc j'ai quand même un peu baigné dans cette culture d'aller voir des spectacles, d'aller tout le temps au cinéma, d'aller au musée. Donc c'est quand même quelque chose dans lequel j'ai grandi. Après, par la suite, j'ai toujours voulu bosser dans le son et l'image. Encore une fois, pourquoi j'ai pas voulu... je voulais peut-être pas faire comme papa et maman, donc je voulais pas être sur un plateau. Euh, mais... Enfin bon, bref, donc j'ai toujours préféré les images. Et donc j'ai commencé. Au début, je voulais être journaliste, puis après je me suis rendu compte que dans le fond, je veux être producteur et showrunner. Donc les showrunners, c'est pour les gens qui en fait font l'écriture et la production des projets de séries, que ça soit documentaire ou télévisé, ou télévisuel. Et voilà, donc comment j'arrive à conjuguer ma passion? C'est vrai que quand je suis venu en Chine, je me suis dit je veux bosser dans l'audiovisuel. Je veux pas être prof de français, je veux pas être prof d'anglais, je veux pas faire de l'import-export. Euh, des gens qui ont une vie très intéressante d'ailleurs. Anecdote, faudrait que je te trouve des gens qui font de l'import-export en Chine, des francophones. Il y a des gens qui ont des vies absolument extraordinaires. Enfin, c'est vraiment très cool ce que ces gens vivent. Mais voilà, donc je suis arrivé ici. Au début, j'ai commencé à être monteur vidéo, parce que c'est un peu le seul taf que j'ai trouvé. Et puis après, par la suite, j'ai pu créer ma propre boîte. Et voilà, donc je fais toutes ces choses un peu différentes qui ont un lien avec le cinéma, le documentaire, l'audiovisuel. Mais c'est vrai que je dois avouer que je me tâte un peu encore. En fait, j'ai l'impression de créer un business model que pas grand monde a fait avant. Parce que je pense que toute personne qui est auto-entrepreneur, vous comprenez ce que c'est le fait on a un business, on a des compétences, et après il faut arriver un peu à voir où est-ce que j'investis mon temps et mon énergie. Est-ce que je fais plus de projets perso pour par la suite trouver pour être repéré et qu'on vienne me chercher? Est-ce que je fais un truc très très basique, enfin très basique, c'est pas gentil de dire ça, mais est-ce que je fais un truc très corpo? Là par exemple, je sais que si je voulais, je pourrais essayer de devenir le mec qui fait toutes les vidéos corpo pour toutes les ambassades à Pékin.
Moi, je sais que ça m'intéresse pas, donc je vais pas commencer à le faire. Mais c'est des options. Voilà, donc tout ça, ce qui fait que j'essaye vraiment, moi, de faire des projets audiovisuels grand public et j'essaye en gros, de devenir monsieur coproduction à Pékin. Voilà, c'est un peu le but ultime. Et en ce moment, je gagne ma vie sur plein de petits projets. Enfin, c'est pas des petits projets, mais et en ce moment, à côté de ça, j'essaye de gagner ma vie sur des projets audiovisuels. En ce moment, par exemple, j'essaye de monter une copro avec l'Espagne pour un documentaire, un truc qui aura lieu. Ça sera un truc qui filmé sous l'eau, touchant du bois. Euh, mais encore une fois, voilà, c'est pas du cinéma, c'est pour la télé. Dans le domaine de la coproduction, je pense que c'est une transition qui est toute trouvée avec Dia Janke, parce qu'il a très rapidement, et d'ailleurs c'est un parcours intéressant dans sa cinématographie, dans sa filmographie, pardon, c'est il a commencé assez rapidement à essayer de monter des coproductions avec d'autres pays, notamment le Japon, etc., pour trouver des situations financières viables pour arriver à faire des films. Et puis ensuite, à mesure qu'il est devenu complètement approuvé et adoubé par les festivals indépendants européens, il a été reconnu en Chine et là il a pu faire des films, il a pu sortir des films, mais ça n'est arrivé qu'avec une reconnaissance internationale. Ouais, c'est assez marrant parce que quand j'ai regardé hier, j'ai regardé son film Plateforme, qui est sorti en 2000. Et c'est marrant parce que quand on regarde le générique, en fait, tout l'argent qui vient, c'est que de l'argent, en fait, voilà, international. Il y a même la marque de vêtements, je crois que c'est une marque de vêtements United Color of Benetton. C'est incroyable, on ne sait pas trop comment et pourquoi. Mais c'est vrai que, en fait, voilà, la plupart des réalisateurs chinois, donc dans les années 80 et 90, donc il y a quand même un peu l'ouverture qui se veut par Deng Xiaoping. Et en fait, on a tous ces réalisateurs qui ont pu, qui en fait ont quand même vécu des années de jeunesse pas très faciles. J'ai aussi lu la biographie de Chen Kaige, enfin sa biographie jusqu'à ce qu'il commence à travailler dans le cinéma. En fait, il raconte les gardes rouges qui débarquent chez lui à Pékin et qui brûlent sa bibliothèque. Après, il part bosser au Yunnan. C'est Sundown to the Country Youth. Attends. Sundown to the Countryside Youth. Et, voilà, et le mec, il a coupé des arbres pendant des années. Enfin, voilà, c'est pas quand même un truc très 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 drôle. Et, et donc en fait, tous ces réalisateurs, ils ont pu dans les années 80-90. Enfin, il y a quand même beaucoup d'autres réalisateurs, mais c'est marrant qu'au final, on garde en mémoire principalement ceux qui ont collaboré avec l'international. Et en fait, ils ont pu trouver de l'argent, et ils ont pu aller dans des festivals. Alors encore une fois, là c'est une question ouverte, c'est pas de la théorie du complot, mais je trouve ça marrant que par exemple, certains de leurs films, ils avaient été aidés par le Quai d'Orsay, par exemple, avec le Fonds Sud, ce qui est une sorte de fonds pour les gens, pour les réalisateurs des pays du Sud. Et bah forcément, j'imagine que le Quai d'Orsay, il a envoyé la liste après un peu aux gens du festival en disant regardez, on a aidé ces films là l'année dernière, peut-être que vous pourriez jeter un petit coup d'œil. Sachant que le gouvernement français, quand même, par le ministère de la Culture, aide le Festival de Cannes. Donc voilà, donc c'est pas tant que le talent, il y a aussi la question, tout ce qui est stratégie de comment, quand on est producteur et distributeur, on arrive à rentrer dans les festivals. Et tous ces réalisateurs, bah, ils ont réussi, enfin tous, certains, et puis certains ont eu voilà, des carrières plus ou moins fortes, mais c'est vrai que Dia Janke, c'est quand même l'un des plus grands. Et voilà, donc ils ont réussi à rentrer dans tous ces festivals et ça quand même, ça commence au fait que ça commence par l'Occident ou le Japon qui les aide. Et ça, c'est un truc qui est, je pense que même pour beaucoup de gens en Chine, ils s'en rendent pas compte. Mais le grand public, en fait, je pense qu'on voit le réalisateur, on se rend pas compte de toute l'équipe qu'il y a derrière. Et l'équipe, des fois, ça peut être des gens de d'autres pays. Mais souvent, on ne garde en mémoire que le nom du réalisateur et l'histoire qu'il a tournée. Ouais, c'est vrai que je pense que peu de gens en Chine actuellement réalisent à quel point le parcours de Dia Janke a été tortueux, au sens où il a d'abord été complètement vraiment relégué à des à des petites distributions complètement sous le manteau. Je me souviens que tu vois les films comme Xiao, etc. C'était des choses que le public cinéphile chinois se faisait passer gratuitement et d'ailleurs Dia Janke en était complètement conscient et il faisait rien pour changer le libre accès de ses œuvres. Au contraire, il s'en réjouissait. Mais c'est intéressant de voir à quel point son début de carrière a été complètement mis de côté en Chine. Et en fait, c'est que après, pour moi, il y a eu un avant et un après son succès cannois
avec son prix du scénario pour A Touch of Sin. Donc ça, c'est 2013. Et pour moi, tu as eu un vrai avant-après en Chine pour Jia Zhangke, où en fait, après A Touch of Sin, tu as eu ces films qui ont été distribués de façon massive en Chine. Alors même s'il n'y a jamais eu d'énormes cartons, mais en tout cas, à partir de 2013, tous les films de Jia Zhangke sortaient de façon officielle en Chine. Et puis, il est devenu beaucoup plus accepté, beaucoup plus reconnu et beaucoup plus connu aussi en Chine. Je sens que tu en connais beaucoup plus que moi sur le personnage. C'est peut-être moi qui devrais poser les questions en fait. Bah, écoute, ce qui est intéressant pour moi, c'est que on peut justement croiser nos expériences. Toi, tu es de plein pied dans le milieu, donc je pense que tu as le regard beaucoup plus professionnel, parce que moi, j'ai jamais travaillé dans l'audiovisuel à Pékin. Mais par contre, moi, j'ai la vision de l'école de cinéma, puisque pour la petite histoire, Dia Zhangke est passé par l'école de cinéma à Pékin où j'ai étudié. Il T'as était pris son en WeChat? parcours. Je n'ai pas son WeChat Ah, malheureusement, mais qui quel sait, dommage. je l'obtiendrai peut-être un jour si je me retrouve un peu plus proche des circuits de financement français, qui sait. Mais voilà, il a étudié à l'école de cinéma, alors pas en parcours réalisation, ce qui est assez intéressant. Lui était en parcours de théorie du cinéma, théorie filmique. Et en fait, il a profité de ces années de cette école-là pour faire énormément de recherches. Il a visionné des centaines d'heures de films. Et ensuite, il s'est lancé avec un style cinématographique qui était très, très typique, très particulier, au sens où il y avait une mise en scène extrêmement épurée. Et l'idée, c'est beaucoup plus de faire un témoignage direct de la situation, de l'évolution historique de la Chine. Et c'est ça, je pense, qui a beaucoup plu dans les festivals européens, c'est le côté vraiment brut de l'image témoin, beaucoup plus que l'idée de la mise en scène. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour le public chinois, ils trouvent justement que ces films sont du style. C'est quoi la phrase exacte? C'est de dire qu'ils sont entièrement tournés vers le public occidental. C'est le côté. Ah, mais ce mec, il fait des films, mais au final, son public, c'est le public des festivals internationaux, c'est pas nous. Alors que c'est notre histoire, c'est nos acteurs, c'est nous. Certains considèrent qu'il fait un peu trop dans le côté film pour festival international pour occidentaux. D'un autre côté, ils sont quand même très fiers du fait qu'il est sélectionné à Cannes, et je crois que c'est la 6e fois qu'il y va, donc c'est quand même pas mal. Faut quand même rendre hommage. Je sais même pas combien de réalisateurs internationaux, occidentaux, japonais peuvent se targuer d'avoir été sélectionnés autant de fois que lui. Très peu, je pense. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette dualité intéressante où, d'un côté, il va te faire des films très intimistes, avec une mise en scène très épurée, et en même temps, il fait une pub pour Apple et pour Louis Vuitton. Et je pense qu'il y a ce double son de cloche qui est un petit peu étonnant, notamment pour nous francophones, enfin pour nous français, où on se demande on a un peu l'impression qu'il joue sur les deux tableaux. Et je pense que pour le public chinois, c'est pas évident à comprendre, parce qu'effectivement, quand on le voit faire une publicité pour Apple ou pour Louis Vuitton, on se dit un peu quelle est la vraie valeur ajoutée de Jia Zhangke là-dedans, sachant que d'un point de vue vraiment purement visuel, il va pas te faire des images à la Wong Kar-wai qui vont te faire, enfin, il n'y a pas une signature visuelle qui va apporter à une publicité une facture très particulière. Alors qu'au contraire, là où il apporte vraiment quelque chose, c'est quand il fait cette espèce de compilation de l'histoire au sens, enfin, l'histoire avec un grand H, et qu'il arrive à te retracer 20-30 ans d'évolution à travers certains personnages, et cette espèce de mélange entre la fiction et le documentaire. Et là, pour le coup, je trouve que ça a une valeur incroyable en termes de témoignage historique, et en termes de force dramaturgique, de force narrative. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que j'ai vraiment le sentiment que la plupart, en tout cas la plupart de mes amis chinois et la plupart des gens en Chine que j'ai pu côtoyer, j'ai l'impression qu'ils on pourrait dire, they don't get him, au sens où voilà, ils comprennent pas l'intérêt que nous on lui trouve.
que l'intérêt que l'Occident porte à Dia Zhangke n'est pas forcément identifié par le public chinois, qui est un peu dubitatif en mode mais pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant de voir ça, quoi? Bon, après, c'est pas exactement le même sujet, mais je me rends compte par exemple que j'ai beaucoup de gens qui me disent ah, je regarde la série Emily in Paris, et du style, pour eux, c'est genre, ils ont l'impression de découvrir la France, mais ils le pensent sincèrement, ils pensent que la France, c'est à peu près comme ça, et à chaque fois, je vais dire oui, enfin, ça reste une série de télé, c'est un peu. Enfin, c'est pas la vraie France, mais c'est cool que tu puisses voir la Paris de cette manière, mais prends ça quand même avec un peu un grain de sel, parce que sinon tu risques d'être déçu quand tu iras là-bas pour la première fois. Donc quand même, le pouvoir des images est tellement fort, c'est compliqué de résister à ça. Et puis si c'est un peu la seule image Ouais, que c'est clair. le public international a de la Chine, bah ouais, je peux comprendre que pour un Chinois, ça soit un petit peu dur à avaler, mais d'un autre côté, il y a combien de films français qui, à mon avis, donnent une image de la France qui est pas non plus exactement réelle, mais Hmm. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et toi, justement, avec ton expérience dans le documentaire, est-ce que quand tu as découvert certains de ces films, tu as trouvé certaines passerelles intéressantes entre la narration et le documentaire? par exemple, je me rappelle très bien de son film 24 City, qui était sur un peu. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu regardes un peu tous ces films, c'est toujours des histoires sur sur un peu des mondes qui s'effondrent, des mondes qui changent. Enfin, c'est un peu la décadence des trucs, quoi. C'est un peu la transformation du pays, des relations, des gens. Il est quand même très axé là-dessus. Et puis tu mets une touche d'amour, histoire de, histoire de. Et je me rappelle très bien de son documentaire 24 City, qui était une sorte de ville dans la ville. Je sais pas si c'est à Chengdu, mais en gros, c'était une usine qui fabriquait des avions de chasse. Et les mecs, bah, vu qu'ils fabriquaient des avions de chasse, c'était un peu genre l'aristocratie ouvrière dans ce coin-là. Et puis, bah, forcément, au début des années 2000-2010, bah, enfin, t'as plus besoin d'avoir tes entreprises au fin fond du Sichuan, cachées au cas où l'URSS envahit le nord du pays ou je sais pas quoi. Donc, résultat, bah, forcément, avec c'est pas l'industrialisation, avec l'urbanisation galopante. Donc en gros, l'usine elle ferme et puis voilà, on va retransformer cette partie de la ville, on va développer, mettre des immeubles. Enfin voilà, je me trouvais que c'était un très beau documentaire qui aurait pu, d'une certaine manière, on aurait pu mettre 3 acteurs dedans, ça aurait été tout aussi bien, peut-être mieux. Donc, euh, donc ouais, je trouve c'est très intéressant la manière parce que c'est, je crois, l'un des seuls réalisateurs de sa trempe qui passe vraiment du docu à la fiction. Alors il fait quand même beaucoup plus de docu que de fiction, mais il en fait un peu. C'est vrai que au début, j'avais été un peu décontenancé par ce côté-là où tu sais pas bien si t'es dans le documentaire ou si t'es dans la fiction. Et j'avais eu un peu de mal à accrocher parce que justement, je trouve que quand t'es confronté à un film et tu sais pas si on te raconte une histoire ou alors tu sais pas si tout simplement si t'es dans un documentaire où t'as pas forcément d'attente vis-à-vis d'un certain rythme narratif, etc. J'avais trouvé le temps très très long. Et je me Mm. souviens, j'avais commencé avec un film comme Plateforme, et je me souviens très bien qu'il y a des séquences où littéralement la caméra est posée à un endroit et c'est un plan séquence qui dure mais 15 minutes. T'as pas un seul cut, ça reste en place et tu es là et tu assistes à quelque chose. Alors oui, il y a des choses qui se passent dans le fond, il y a des gens qui passent, etc. Mais tu te demandes vraiment quand est-ce que le plan va s'arrêter et j'avais un peu du mal à rentrer dedans. Je voulais te demander, toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui n'ont jamais vu de film de Dia Zhangke? Est-ce que tu penses qu'il y a des meilleures façons d'entrer dans son œuvre? Justement, j'ai regardé Plateforme là, il y a pas longtemps. C'est vrai que c'est long quoi. Enfin, on sent que voilà, c'est le début de la carrière du réalisateur et je pense qu'aussi c'est des films d'une autre époque. Enfin, parce que maintenant je me rends compte, maintenant tout devient plus rapide, plus saccadé, plus efficace. Je pense que aussi le goût du public à travers le monde entier commence quand même à monter de plus en plus. Rappelons qu'il y a au tout début du cinéma, quand il y avait une action, genre par exemple une personne prend un objet, et ben à l'époque en fait il faisait 2 fois le même plan avec différentes coupes, juste histoire de montrer que regardez, il est vraiment en train de prendre le verre. Et je pense que voilà, on a quand même du temps à passer, donc c'est sûr que depuis plateforme, c'est
pas que ça a mal vieilli, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même un peu long. Mais bah, dans ce cas, si, je pense que s'il y avait un film, attends, juste que je ne me trompe pas sur le nom. Donc je pense que si jamais il y a un film qu'il faut regarder, bah, je pense que Ash is the purest white, Jung-Ho Arnu, qui est vraiment une histoire en fait enfin c'est une histoire d'amour entre un gangster et une jeune femme. Et voilà, je pense que c'est quand même, voilà, voilà, il n'y a pas des plans séquences qui durent 15 minutes, c'est beaucoup plus voilà, moderne, tout en racontant une histoire qui s'est passée dans les années 80. Donc voilà, je trouve que c'est un bon film. S'il y avait un film à voir, je pense que son dernier, celui-là, il est pas mal. J'ai trouvé aussi que c'était un film très éloigné du docu, au sens où il y a une vraie dimension narrative, et puis les personnages sont vraiment bien dessinés, c'est bien rythmé, il y a en même temps tout un univers mythologique chinois, c'est empreint de toute une dimension de la Chine chevaleresque des trois royaumes, etc. Enfin, il y a un film avec toute une densité narrative moi j'ai trouvé ça vraiment super. Je me souviens l'avoir vu en salle à Pékin quand il est sorti en 2018, Ouais, et pareil. ça m'avait vraiment réconcilié parce que ouais, j'avais vraiment passé un très bon moment, et puis j'avais adoré à la fois l'acteur principal Liao Fan et l'actrice qui est un petit peu, on peut dire, la muse de Jia Zhangke, et sa femme d'ailleurs, Zhao Tao, qu'on retrouve dans la plupart de ses films. Donc ouais, je pense qu'effectivement c'est une très très bonne porte d'entrée quand on connaît pas du tout Jia Zhangke. 24 City, vraiment pour un peu voir la transformation véritable d'une ville chinoise. Et après, Ash is the purest white, vraiment pour le côté narratif et un peu plus, voilà, plus aux normes. Alors peut-être que certains vont pas aimer, bien sûr, après ça dépend des goûts de chacun. Mais je pense que si c'est le premier film que vous voulez voir de lui, déjà commencez par celui-là. Et alors là, cette année, il revient avec un film qui s'appelle en anglais Caught by the Tides. En chinois, c'est donc Fang Liu Tai. Et ça, apparemment, c'est dans la lignée de son cinéma, c'est-à-dire ça retrace plusieurs décennies, je crois que c'est plus de 20 ans, 20 ou 30 ans de l'histoire moderne chinoise, à travers, encore une fois, le personnage joué par l'actrice Zhao Tao, l'épouse de Jia Zhangke dans la vraie vie. C'est un film qui se caractérise aussi par un mélange complètement bigarré, où il va faire des choses qui ont été mises en scène, des choses où c'est vraiment purement des images d'archives, d'autres où apparemment il y a même des choses qu'il va expérimenter avec de la VR. Et c'est quelque chose aussi que je trouve chouette avec Jia Zhangke, c'est qu'on a l'impression que c'est aussi quelqu'un qui se défile pas devant des nouveaux défis et des nouveaux challenges technologiques. Donc ça peut être aussi intéressant de voir un peu comment est-ce que lui il s'approprie ces nouvelles techniques. Et par rapport à ton expérience au festival First, donc tu t'en parlais un petit peu, donc tu étais jury dans une catégorie documentaire. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les ressentis que tu as eu par rapport au film, que tu disais qu'il y avait certaines faiblesses, certains problèmes que tu avais identifiés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, des problèmes récurrents que tu as identifiés chez les réalisateurs de documentaires chinois? Alors déjà, parce qu'en fait c'était une catégorie, mais c'était une catégorie professionnelle. C'était pas une catégorie où on montrait les œuvres. On avait reçu une cinquantaine de projets. Je sais même pas combien de projets avaient été envoyés, parce qu'évidemment il y a un peu un premier filtre fait par les gens du festival qui vont un peu virer tous les trucs pas pro, genre vraiment nullissime ou pas clair. Donc il y avait une cinquantaine de projets. Et en fait, on devait sélectionner 3 ou 4 ou 5 projets qui allaient recevoir certains une aide monétaire, ceux qui étaient encore en cours d'écriture ou de tournage. Et il y avait une autre, c'était ceux dont le tournage était terminé mais qui avaient besoin d'un aide à la production. Donc la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très personnels. Après, bon, ça c'est quand même très classique, mais je trouvais que la plupart des histoires étaient quand même très nulles, dans le sens où en fait, la plupart des gens, ils filment. Ce que c'est marrant, c'est que en chinois documentaire, on dit ça jilu pian, et jilu c'est transcrire, c'est vraiment record. C'est vraiment l'idée qu'on filme ce qui est en train de se passer. Et je pense que le problème, mais dans le monde entier, c'est que les gens pensent qu'un documentaire, c'est juste filmer ce qui se passe. Alors oui, tu filmes ce qui se passe, mais si t'as pas d'histoire, c'est pas la peine de filmer. Et donc en fait, il y a plein de gens qui vont un peu avoir ce côté chronique d'une famille
ça peut être vraiment très varié, mais le problème c'est que les gens en fait ils savent pas faire du storytelling, ils savent pas raconter une histoire, donc ils vont un peu filmer leur famille, donc on a vu des trucs qui pouvaient durer 2 heures, il fallait tout regarder, des PPT, des PowerPoint d'une cinquantaine de pages, parce qu'en Chine aussi on aime beaucoup les trucs très fleuris quoi, c'est le plus il y a d'objectifs le mieux on est, mais il n'y a pas ce côté très peut-être très hollywoodien, après voilà moi je mais c'est comme ça. Il n'y a pas ce côté hollywoodien où on fait un synopsis, où juste on résume l'histoire et on vraiment ces personnages et c'est quoi les obstacles qu'ils vont avoir. C'était un peu Ouais. le problème de ces réalisateurs, c'est parce que vraiment il y avait ce côté, ils veulent filmer des trucs mais ils sont pas capables d'avoir une vraie histoire, et je pense que c'est parce que c'est des gens qui sont un peu dans le délire film indépendant, et ils se rendent pas vraiment compte que bah, même si tu fais un truc un peu indépendant avec ton téléphone et à l'arrache, bah faut quand même raconter une histoire. C'est pas juste je filme la vie dans mon village. Faut un truc un peu plus que ça en fait. Tu as des milliards de façons de faire un documentaire et de la même façon qu'il y a un milliard de façons de raconter une histoire, tu as aussi mille façons de faire un documentaire sur un même sujet. Donc effectivement, c'est des choses qui sont complexes à expliquer et je pense que justement en tant que jury, ça ne devait pas être évident pour toi d'une part d'identifier les projets à haut potentiel et d'autre part d'arriver à trouver un petit peu des standards pour donner des pistes et encourager les gens peut-être à se poser plus des questions de structure, de comment raconter l'histoire, comment garder ton public en haleine, comment faire en sorte que tu aies une évolution de personnage et ce genre de choses. Mais effectivement, j'ai l'impression que la Chine manque cruellement de professeurs de scénario. Je ne sais pas si c'est vraiment la paresse le problème principal. Je pense que c'est plutôt que c'est un pays où il y a pas eu, comme à Hollywood et aux États-Unis, où il y a vraiment eu cet héritage-là du storytelling par les Campbell, les Vogler, les Star Wars qui ont vraiment posé les bases de ces grands succès. En Chine, t'as pas vraiment ça, t'as pas vraiment eu de Star Wars chinois. T'as eu des films à succès qui ont été parfois inspirés de mythologie, parfois de histoires très connues, mais tu vois, t'as pas eu cette espèce de dogme du scénario qui s'est installé à Hollywood et qui était devenu une bible en fait, la bible du storyteller. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui manque beaucoup à la Chine actuellement, quoique c'est sûrement en train de s'améliorer aussi. Mais oui, chez beaucoup de jeunes, il y a une méconnaissance des enjeux scénaristiques. Mais Et justement, ouais, vas-y, je t'en prie. c'est ça ce que moi j'essaye un peu de faire avec mon The Matey, ma chaîne vidéo, ma petite chaîne vidéo. C'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui font des vidéos sur le côté technique, comment faire des très beaux plans avec ta caméra. Euh, ou alors à la rigueur, ou alors ça va parler cinéma, mais ça va juste, ils vont parler du film, mais c'est juste un peu un côté très, on résume le truc. Il y a en fait, mais je pense maintenant sur TikTok, apparemment c'est de plus en plus comme ça, où en fait ils coupent des extraits de films et ils en font une sorte de mash-up, et ce qui fait que tu peux regarder le film en 10 minutes au lieu de le remater en 1h30. C'est pour ça que je parle de storytelling. Mais encore une fois, pour revenir sur la question du différence culturelle et comment on voit les histoires, ce que quand j'avais été jury, le premier truc qui me faisait un peu peur, je me disais mais merde, ça se trouve on va faire un truc à la Jia Jiangke quoi. Je vais voter pour des films que j'adore, et tous les autres jurys, parce qu'on était 4, c'est que des Chinois, pas de femmes d'ailleurs. J'ai quand même dit ça serait bien que l'année prochaine vous ayez au moins une femme, parce que enfin la parité c'est quand même un peu ridicule comme ça. Enfin c'était que des mecs, et mais j'avais peur justement d'avoir un côté à la Dia Jiangke où c'est genre ah t'aimes ce projet parce que c'est un truc très pour les occidentaux. Et bah ce qui est marrant c'est qu'au final tous les projets qu'on a tous aimés, genre au début il y avait un premier round, tous les films qu'on n'aimait pas c'était tous les mêmes, et tous les films qu'on adorait c'était tous les mêmes. Après c'était un peu la difficulté du deuxième film qu'on aimait le plus, parce qu'en fait on pouvait que donner que 2 ou 3 prix, mais le premier prix à chaque fois on était tous d'accord, il n'y avait pas de vrai débat. C'était à partir du moment où c'était plutôt le deuxième et le troisième. Là, c'est le moment où ça devenait des sensibilités un peu. C'était un peu plus dur. Mais les films qu'on adorait, qu'on trouvait les meilleurs, on était tous sur la même ligne. Et les films qu'on détestait, on était tous sur la même ligne. Donc c'était assez marrant de voir justement ce côté différence culturelle qui en fait n'existait pas. Et en termes Mm. de- d'appréciation de l'art, on avait à peu près les mêmes goûts. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que il y a quelque chose d'universel quand tu es touché par une bonne histoire, ça dépasse complètement ta langue et ta culture. Peut-être une dernière question avant de te laisser filer.
Je serais curieux de savoir un petit peu des recommandations de toi après tes années en Chine. Je suis sûr que tu as fait plein de découvertes au sens large dans le domaine artistique et je voulais te demander peut-être plus précisément dans le domaine du cinéma. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui t'a particulièrement touché, ému? Est-ce qu'il y a un réalisateur, une réalisatrice que tu recommanderais particulièrement à des gens qui s'intéressent à la Chine? Là, dernièrement, en janvier, est sorti un film qui s'appelle Nianhui Bunangting. En anglais, ils ont appelé ça Keep Walking Journey, ce qui est un peu ridicule, mais en fait, ça serait plutôt genre parce qu'en fait, le Nianhui en Chine, c'est cette institution dans toutes les grosses boîtes où en fait, quand la nouvelle année civile arrive, toutes les grosses boîtes font une sorte de fête. Pensez un peu à un week-end d'intégration, c'est souvent une soirée et c'est souvent un peu ridicule parce qu'on demande aux gens d'aller chanter, de danser devant les managers et ça s'appelle le Nianhui. Et en fait là cette année ils ont sorti un film qui s'appelle justement la fête de fin d'année ne peut pas s'arrêter, ça serait plutôt ça le vrai titre, la vraie traduction. Et en fait c'est un peu une histoire, ça commence par un truc de comédie qui est sur comment. Pardon, je vais reformuler. Et en fait, c'est un peu une satire sur le monde du travail aujourd'hui. Alors, toute proportion gardée, bien entendu. Mais justement, ça parle, alors c'est marrant parce qu'on a parlé de Jia Jiangke, mais ça parle justement de comment certaines entreprises ont commencé quand des petits entrepôts, des petits trucs, des petits ateliers qui sont devenus, certains sont devenus quand même des gros mastodontes. C'est pas des entreprises dont on entend beaucoup parler à l'international, mais il y a un peu ce qu'on appelle des guoqi, sont un peu des boîtes nationales. Et en fait, certaines ont quand même beaucoup grossi. Et c'est justement un peu cette satire sur le monde du travail. Alors c'est couplé avec un petit côté thriller économique, un côté comédie, parce que c'est l'histoire d'un mec qui en gros se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, au sein de la boîte, et ça fait d'énormes quiproquos. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un très très bon film. J'espère qu'il va sortir à l'international. J'imagine que ça va être le cas. Voilà, donc je pense qu'on mettra le lien, dans les commentaires du podcast. Un grand merci pour ton temps. Je te souhaite que des bonnes choses dans tes projets de coproducteur à Pékin. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci pour votre temps. Et si vous avez encore quelques secondes à m'accorder, pensez à mettre une note étoilée à ce podcast. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.